Gilles Francru. Voici le classement qui apparaît maintenant sur votre écran. Je vous le traduis. Alors en tête, Stéphane Peterhansel. En deuxième position, Olivier Perrin. En troisième position, il a disparu mais je continue à vous le donner, c'est la numéro 19 et ça c'est une petite surprise, c'est la Honda de Jean-Michel Piquet. En quatrième position, la numéro 4, c'est une Husqvarna à nouveau, celle de Laurent Pidou. En numéro 5, la 7, c'est celle-ci que vous voyez actuellement, qui est donc en cinquième position. C'est Bruno Van Orebeck. Regardez un peu ce dérapage, c'est étonnant. Comment a-t-il pu faire pour récupérer sa moto? Et nous assistons juste à côté de nous à un changement de pilote, le premier. Vous avez vu, très rapide, même pas 3 secondes. Patrick Grandbec qui vient de s'arrêter a laissé la place à Gilles Francru. Je vais essayer de m'approcher, ou alors Jean-Jacques, vous y allez, ça sera peut-être plus simple, de Patrick Grandbec. Comme ça, nous allons avoir des impressions à chaud. Alors Patrick, c'est le premier passage, comment ça s'est passé? Bah, ça s'est bien passé. Le départ, je suis pas bien parti. Je suis parti, je crois, dans les 15 ou 20. Mais la piste, ils ont fait beaucoup de travail dessus. Je crois qu'ils ont passé le bulle. Donc c'était nettement mieux. Et ils ont beaucoup arrosé dans tous les coins. On a mis un pneu très dur pour les cailloux. Et là, ça fait des glissades de partout. Voilà, c'est ce qui est important pour le moment, c'est d'être bien placé dans le bon paquet. Et d'assurer, quoi. Surtout pas chuter ou abîmer la moto. Et je pense que ça va être très dur parce que là ils ont bien rectifié la piste, c'est-à-dire ils ont passé le bulle à peu près dans tous les coins, mais c'est en train de se détruire à une vitesse grand V. Oui, on parlait tout à l'heure de l'intérêt des pneumatiques. Vous pensez que vous allez garder les mêmes pneumatiques ou vous allez changer? Bah, je pense que de toute façon ce qui a été arrosé maintenant il est plus possible d'arroser. Enfin, il faut qu'on se renseigne quand même parce qu'après les 6 heures, s'ils arrosent beaucoup avant la nuit, je pense qu'il va falloir qu'on change de pneu, mettre un pneu beaucoup plus avec des tétons beaucoup plus fragiles mais beaucoup plus espacés pour adhérer beaucoup mieux dans la boue et dans les paquets de poussière comme il y a dans tous les virages. Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez amener Patrick avec nous? Patrick, est-ce que tu peux venir jusqu'à nous? Parce que là tu vas... Là Patrick, vous allez découvrir les images. Voilà, Patrick découvre les images en même temps que nous. Et là, il va pouvoir nous parler justement du circuit. Vous voyez à peu près où vous êtes? Je suis désolé, hein. C'est devenu du noir et blanc alors que c'était de la couleur. Oui, attendez, je me rends pas bien compte où c'est exactement sur la piste. Alors là, c'est vous, là. Là, il n'y a pas de problème, là. Là, je suis à côté de mon stand, il n'y a pas de problème. Là, c'est en tête, c'est qui actuellement, là? Stéphane Peterhansel, oui. Alors là, vous descendez dans le sous-bois. Là, on est dans le sous-bois. Hein. C'est une partie difficile, ça. Alors, le sous-bois, c'est très difficile à négocier parce que c'est tout ombragé et on ne voit pas, oui, carrément, on ne voit pas du tout les trous et on ne sait pas bien où on met la roue avant et on fait des glissades, il y a des racines qui dépassent de droite et de gauche. Ça risque d'être dur cette nuit? Ça risque, non, justement, la nuit, contrairement, comme on a l'éclairage, là c'est un endroit où on voit comme partout. Par contre, en plein jour, c'est le seul endroit où pratiquement il faudra des phares. Où est-ce que vous pouvez faire jouer la puissance, Patrick? La puissance, on peut la faire, on peut faire travailler la puissance après le départ, les 2 enfilades du départ. Il y a 2 lignes droites très longues, à peine défoncées, donc là on peut faire parler la puissance. Et sur le retour, avant le sous-bois, justement, il y a 2-3 enfilades. Mais il y en a beaucoup moins qu'on pourrait croire, puisque il y a la moitié, les 3/4 des circuits sont quand même très bosselés et on ne peut pas prendre son élan très tôt et donc les lignes droites sont très rétrécies. Hein. Le freinage est très difficile puisqu'il y a des trous de freinage et il y a un tas de poussière qui nous attend comme virage. C'est très tendre et on a du mal à se caser dedans. Donc on va prendre des ornières intérieures. Est-ce que vous préférez ce genre de temps, ce type de temps à la pluie? Parce que vous avez tout connu ici puisque vous avez déjà gagné 2 fois ici, que vous participez depuis 79 aux 24 heures. Je n'ai pas connu malheureusement l'année dernière où il y a eu un temps vraiment catastrophique. Hein, là je pense que c'est un temps... Catastrophique pour les pilotes, mais pour les spectateurs, ah non, c'était un spectacle. Ah oui, bien sûr, oui. Bien sûr, là je pense qu'il doit y avoir des travers assez fabuleux. Hein, mais je pense que là on a un temps quand même relativement idéal. Bon, évidemment, de toute façon, quoi qu'on fasse, il y aura de la poussière. Maintenant le terrain est assez tendre, donc l'adhérence est bonne. Le seul défaut qu'on peut trouver, c'est que la terre est assez friable et elle va se défoncer à très grande vitesse et je pense qu'on va souffrir
Beaucoup. Ouais, attendez Patrick, je crois que Jean-Claude Virfeu a du nouveau quant au classement, Jean-Claude. Oui, mais je sors du stand KTM Freca de l'équipe belge. Et là-bas, c'est l'euphorie parce que leur pilote Bruno Van Orebeek vient de passer en seconde position derrière Olivier Perrin. Alors donc actuellement, après 30 minutes de course, les deux KTM en tête. Donc c'est une petite déception pour Husqvarna, mais c'est ce que l'on disait Patrick, ça se joue sur 24 heures, donc 6 heures là, 14 heures tout à l'heure. C'est pas une course de sprint. Non, disons que c'est plutôt une histoire de sponsor, de se faire voir, puisque de toute façon les premiers tours c'est important, parce que tout le monde était là pour attendre, voir les favoris, voir qui roule en tête, qui va plus vite. Hein, c'est comme au Touquet, celui qui fait le premier tour en tête, bon, il est suivi de tout le monde, des télés, et des speakers et compagnie, comme on fait en ce moment. Hein, de toute façon, la première heure de course est très important au niveau des sponsoring. Après bon, bah, la course est lancée, après les spectateurs se désintéressent un peu du classement, et puis après, bon, bah, c'est l'arrivée finale, mais je crois que la première heure est très importante pour tout le monde. Patrick, il y a un gros débat en ce moment au niveau des managers, c'est de savoir si le terrain des 24 heures profite aux enduristes ou aux motocrossmen. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que le motocrossman est bien avantagé ici, puisque ce n'est que... On est toujours en train de doubler des attardés ou se bagarrer avec un autre concurrent de même vitesse, donc le crossman est plus habilité à ça. Un enduriste est roule beaucoup plus isolé dans des contrôles, donc là le crossman est beaucoup plus... Par contre, l'enduriste a un peu plus de, je pense, un enduriste rallyman africain, truc comme ça, aura peut-être un peu plus d'endurance sur la longueur de l'épreuve. Rouler de nuit, il sera peut-être moins perdu qu'un crossman, mais je pense que d'un côté, bon, il y en a un qui gagne, de l'autre côté c'est l'enduro, c'est le crossman, et je pense qu'ils ont tous les deux leur chance, puisque maintenant les enduristes sont arrivés à vraiment un niveau très très élevé en enduro, hein, et ils vont pratiquement aussi vite qu'en cross, si ce n'est plus. Hein. Retour sur la piste, évidemment. Patrick, vous savez à quelle position vous êtes seulement? Non, pas du tout. Non. Je suis parti, j'ai raté un peu mon départ, la moto était assez engorgée. Je devais être, je pense, dans les 12, je ne sais pas exactement, hein, mais je pense que je suis resté à cette place-là. Il y en a 2-3 qui sont tombés devant moi, je me suis fait doubler une fois, donc je dois être à peu près dans les 12. Hein. Voici la moto de tête, Olivier Perrin, oui. Que vous connaissez bien, c'est une KTM. Là, il donne plein gaz, hein, il est au taquet. Oui, là, il est en pleine ligne droite, là, il arrive au bout des stands. Bon, là il prend gauche, après il y a une grande courbe à droite et après on attaque les deux grandes lignes droites. Je crois que c'est là qu'on est là, on doit l'attendre. Ça, ce sont des attardés, ça. Ouais, ouais. C'est un problème ensuite, les attardés d'ailleurs, Patrick. Bah, les attardés, oui, puisque dans les grandes enfilades rapides ou comme dans le sous-bois par exemple, bon, comme on ne voit pas bien où on va, c'est assez sombre, on est obligé d'attendre, d'être un peu patient et d'attendre de bons moments pour doubler. Hein. C'est le deuxième, c'est Bruno Van Orebeek sur KTM aussi. Il y a déjà de la distance entre les deux. Ouais, bah, disons que peut-être Olivier Perrin va faire le lièvre, hein, il va essayer de se dégager, faire le trou tout de suite, hein, s'il se sent en forme et tout. Bon, c'est le genre d'équipage où ils sont 4 pilotes de force égale, disons que chacun va aussi vite l'un que l'autre, donc je pense que s'ils mènent cette cadence-là jusqu'au bout, je pense que ça va faire le trou, un gros trou. Hein. Parce que là, en général, bon, bah, c'est pour prendre le départ, on prend le pilote le plus rapide, quoi, pour essayer de se placer au mieux. Hein. Alors a priori, vous portez le bon numéro, puisque vous êtes numéro 12 et que vous êtes 12e en ce moment avec votre Kawa. Si ça pouvait durer comme ça, enfin disons que là on est en 12e et tout, bon c'est bien parce qu'en plus au niveau des classements, bon bah là je vois le classement qui apparaît, bon bah on est 8, il y a les 8 premiers qui sont, Oui, quand on est dans les 12 c'est bien parce qu'on n'a pas trop longtemps à attendre, hein. Quand on est centième c'est pas évident d'attendre mais son classement. ce classement est en perpétuel changement. Hein. Oui bien sûr, parce qu'il y a les arrêts au stand, nous déjà on a fait que 3 tours, hein, il y a Gilles Franstru qui m'a repris la moto là, qui est reparti pour 3 tours. Donc au début on va pas essayer de faire des ravitaillements trop longs pour pas se fatiguer de trop, parce que bon il faut essayer de pas se claquer, de rouler pas trop longtemps pour pas trop se crever, quoi, pour pas se claquer un muscle ou quoi. Bon, une fois qu'on est parti on est chaud et on peut reprendre le deuxième contrôle assez rapidement, bien chaud. Patrick, je vous remercie, je vais vous laisser vous reposer parce que ce que j'ai vu c'est que c'était épuisant. Vous étiez déjà en âge. Merci Patrick Drobeck qui a gagné, je vous le rappelle, 2 fois ces 24 heures de Ploubalay. Merci en tous les cas de ce commentaire tout à fait averti, beaucoup plus technique et beaucoup plus spécialisé que ceux que nous pouvons vous faire, puisque c'est du vécu sur le terrain, un terrain ensoleillé c'est vrai, mais plein de poussière, difficile à négocier pour les pilotes qui souffrent de cette poussière. Toujours en tête Olivier Perrin, alors qu'on nous donne au classement
l'Husqvarna, le classement officiel hein, que nous découvrons sur notre écran. On nous donne toujours le l'Husqvarna en tête, mais c'est bien important. Olivier Perrin que nous avons vu passer. Oui, en le tête. classement qui apparaît, Loïc, ne porte que sur 2 tours. Exact, voilà. Mais Olivier Perrin et sa KTM ont bel et bien pris la première place à l'Husqvarna de Stéphane Peterhansel. Olivier Perrin précède Bruno Van Orebeek sur une autre KTM. Et Stéphane Peterhansel est maintenant en 3e position. Alors que vous découvrez Attardé, pilote de choc. On peut juste regretter quand même l'absence d'un certain nombre de pilotes qui ont été retenus pour disputer le championnat du monde, le Grand Prix de Suède à Stockholm, qui se dispute ce week-end. En particulier d'ailleurs le fameux régional de l'étape, comme vous Il a l'appelez, gagné 2 fois. Yannick Carvela, qui est double vainqueur de ce circuit et qui dispute encore, qui est toujours en course pour le Grand Prix, pour le championnat du monde et qui est en Suède. Loïc. Oui Jean-Claude. Écoute Loïc, je suis actuellement dans le stand de la Kawasaki numéro 24, qui est une 125 cm3 pilotée par des filles. Vous savez que les filles font également les 24 heures de Bretagne. Et voilà quelques secondes, la Christelle Froche, une Parisienne, vient de rentrer à son stand, un petit peu épuisée tout de suite. Elle a pris un mouchoir, elle s'est touché le visage. Très coquette Christelle, elle n'a pas l'air trop éprouvée finalement. Non, ça va. C'est dur parce que tout le monde peut passer le premier, mais non, sinon ça va mieux maintenant. Dans les ordinaires, c'était pas trop difficile. Alors, si c'est creusé, il y a beaucoup de trous, beaucoup de crevasses. On ne sait pas où mettre la moto parce qu'avec les 6 heures qu'il y a eu vendredi, c'était infernal. Là vous êtes parti au milieu du paquet et là dès le premier virage, je suppose que tous les cadors sont passés devant vous, vous ont bousculé, vous ont... Ah oui, j'ai vu des roues passer pas très loin. Hein. Effectivement, ça... Vous avez fait combien de tours là? J'en ai fait 3 tours. Pour vous, vous êtes le seul équipage féminin, c'est pas un petit peu embêtant, un petit peu frustrant de ne pas avoir à se battre contre quelqu'un? Si, parce que s'il y avait eu des filles, enfin d'autres filles, 4 filles complètes, quoi, ça aurait été plus amusant, plus motivant plutôt. Les filles complètes? Ouais, parce qu'il y en a qui font des équipages mixtes, donc bon bah c'est pas tellement valable à la rigueur parce que les garçons ont même une condition physique plus élevée que la nôtre, alors bon bah on peut pas comment dire juger quand on fait une course de 24 heures. Dites-moi là, la moto du terrain, c'est pas un sport tellement féminin, si? Pourquoi? Si, c'est très féminin. Faut savoir le rester, c'est tout. Alors expliquez-moi, c'est la première fois que vous êtes ici en Bretagne et parlez-moi un petit peu de votre expérience justement dans le motocross et dans l'enduro. Dans le motocross, j'ai fait quelques courses FFM. Et puis en endurance aussi, on fait le championnat de ligue d'Île-de-France. Championnat de ligue d'Île-de-France. Là, on est pas mal, on est ex-aequo avec des coéquipières. Ça va, on se démerde bien, enfin c'est bien. Très bien Loïc, à vous. Merci Jean-Claude. Je vous rappelle donc que Olivier Perrin est en tête de cette première manche des 24 heures de Bretagne, une manche qui dure de 6 heures. Après cette manche, il y aura 1h30 d'interruption. Les motos seront en parc fermé, les pilotes se referont une santé pour prendre un nouveau départ de l'épreuve de nuit qui dure 14 heures. Et c'est ici, dans ces 14 heures, que se jouent, nous dit-on habituellement, les 24 heures de Bretagne. Oui, Jean-Claude? Oui, j'ai près de moi un pilote belge, Marc Stinglambert. Marc, on se connaît depuis quelques années déjà, on l'a vu au Mans à l'époque du Bol d'Or, puis de 24 heures du Mans en endurance. Marc a terminé une année, 2 fois je crois, des 24 heures de Spa, et aujourd'hui il est passé au tout-terrain. Mais oui, parce que bon, les courses d'endurance, j'en ai fait le tour pendant 6-7 ans, et puis après le championnat d'Europe d'endurance, eh bien, je me suis dit que pourquoi pas le tout-terrain. J'ai fait du trike aussi, je suis passionné de trike en Belgique, je suis vice-champion de Belgique d'ATC. Et puis là, c'est une découverte, c'est 24 heures de Bretagne. C'est un superbe circuit, je crois qu'il va être très fatigant. Bon, je roule avec 3 copains pour Kawasaki Belgique. Et puis on est pour l'instant, on est 19e, donc on est en position d'attente. Mais enfin, on va essayer de se défendre bien. Mais les 24 heures, je crois, intéressent les Belges, puisqu'actuellement nous avons un Belge, Van Orebeek, qui est 2e. Oui, absolument. Mais on a pas mal de courses d'endurance. On a notamment les 12 heures de la Chinelle chez nous, qui sont une course internationale aussi, dans le même style, mais qui ne dure que 12 heures. Et bon, on est passionné de tout terrain. Vous savez bien qu'on a quand même pas mal de champions du monde de motocross. On en a